Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à ce nouveau chapitre de The Mandalorian. Mais comme pour les épisodes précédents, nous allons commencer par voir les easter eggs que vous avez repérés dans le chapitre de la semaine dernière. Pour commencer, nous avons toute la scène d'introduction au cours de laquelle le Razor Crest prend feu lors de sa rentrée d'atmosphère, qui est un énorme clin d'œil au film Apollo 13 car certains plans sont exactement les mêmes. Mais rien d'étonnant à cela car ce chapitre a été réalisé par Bryce Dallas Howard, qui n'est ni plus ni moins que la fille de Ron Howard, le réalisateur d'Apollo 13, qui a d'ailleurs réalisé le spin-off Solo Star Wars Story. La famille se renvoie donc la balle et je trouve cette anecdote plutôt sympa. La réalisatrice a d'ailleurs confirmé sur Twitter que c'était bien volontaire de sa part. Et au passage, je vous recommande d'aller voir le film car il est vraiment très cool et puis en plus il y a Tom Hanks qui joue dedans, donc pour moi, rien que ça justifie le visionnage. Ensuite, nous avons l'effet sonore qui est utilisé pour le casque de Bo-Katan qui est sensiblement le même que celui de Dark Vador dans l'épisode 3. J'espérais que... Nous avons aussi le Mon Calamari qui s'occupe d'accueillir le Mandalorien, dont le visage est en partie animé par l'actrice Janina Gavankar, que vous connaissez sûrement, puisqu'elle prête ses traits au personnage d'Iden Versio dans Battlefront 2. Enfin, j'aimerais aussi revenir rapidement sur les épisodes 1 et 2 de cette deuxième saison, et ça c'est quelque chose que Gareth Over nous a fait remarquer lors de son live sur Twitch. D'ailleurs, j'ai moi aussi lancé une chaîne, et je prévois de vous présenter des objets plutôt sympathiques dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, le lien sera dans la description et le commentaire épinglé. Mais bref, là où je veux en venir, c'est que dans cette série de romans juniors, les apprentis Jedi, et plus particulièrement dans 2 tomes qui se suivent, les héros sont amenés à affronter d'abord un dragon Krayt, puis dans la suite directe, des araignées géantes. Alors clin d'œil ou simple hasard, la coïncidence est quand même trop belle pour que je ne vous la signale pas. Bref, sur ce, retour à l'épisode d'aujourd'hui. Bon et bien comme on pouvait s'y attendre, la fameuse révélation que l'on attendait n'arrivera pas cette semaine, mais bon comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je le sentais venir. Nous avons donc aujourd'hui droit à un épisode qui pourra encore s'apparenter à une quête annexe, et pourtant il a disséminé énormément de pistes pour la suite de la série, et c'est personnellement ce que j'ai adoré. L'épisode met bien 15-20 minutes avant de démarrer, mais après cela l'action puis les révélations ne s'arrêtent plus. Donc franchement c'est un épisode que j'ai particulièrement apprécié. Donc ça c'était mon avis sans spoil, mais pour la partie spoiler nous allons pouvoir commencer. Eh bien je suis obligé de vous parler forcément de ce mystérieux passage au cours duquel les héros découvrent un laboratoire particulièrement étrange, où le médecin, qui je vous le rappelle avait un insigne que l'on trouvait sur les clones de Kamino, est en train de travailler. D'ailleurs on ne sait pas où il est au moment où les héros font sauter la baraque, mais je ne pense pas qu'il était sur les lieux. Bref, un nombre incroyable de théories peuvent être réalisées, mais essayons de voir dans un premier temps ce que l'on peut comprendre de son discours. De ce qu'il dit, on peut comprendre que lors de la captivité de l'enfant, le médecin a probablement réalisé pas mal de prélèvements et notamment du sang. La question que vous pourriez avoir, c'est pourquoi du sang ? Eh bien c'est à cet instant que je vous rappelle cette scène de la menace fantôme, au cours de laquelle Qui-Gon Jinn nous apprend l'existence des midi-chloriens. Ici le médecin nous parle même de compte M comme midi-chlorien je suppose, ce serait quand même un heureux hasard que ça tombe sur cette lettre. Bref, ce qu'on peut en déduire, c'est que le Moff Gideon doit probablement essayer de faire transférer la force dans d'autres êtres, notamment pour se faire des super guerriers. La question c'est de savoir qui sont ces êtres, des volontaires entre guillemets, ou bien alors des clones, car comme je vous l'ai rappelé, le médecin a un insigne de Kamino. Mais quoi qu'il en soit, ce que l'on peut en déduire, c'est que pour le moment, la transfusion ne se fait pas, car les sujets finissent par la rejeter, ce qui crée d'affreuses déformations, ce qui ne peut pas m'empêcher de me faire penser au clone de Snoke que l'on peut voir au début de l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. De la même manière, à la fin de ce chapitre, nous pouvons voir que le Moff Gideon est à côté de plusieurs armures noires. Malheureusement, la caméra ne fait jamais le point sur celles-ci et on ne les voit que de très loin. Il est donc difficile de savoir de quoi elles ont vraiment l'air. Ça pourrait être des tenues de pilote, mais ça me semblerait trop simple. Mais ça pourrait également être un nouveau type de Dark Trooper. Si vous ne le saviez pas, dans l'univers étendu, certains seigneurs impériaux après la chute de l'empereur avaient comme projet de créer des super soldats. Et parmi eux, ces fameux Dark Troopers. Je trouve que ça y ressemble pas mal. Mais j'ai également eu un gros doute car au niveau des casques, j'ai vraiment la sensation que le Moff essayait de recréer Vador ou quelque chose qui s'y apparente, sans compter qu'il veut probablement chercher à transférer la force dans le corps de ses super guerriers. Ça me ne semble donc pas totalement idiot. Bref, j'ai hâte de lire vos théories à ce sujet car c'est vraiment super intéressant tout ce qui nous a été dévoilé ici.
De la même manière, on apprend que le Mimbanien du début a probablement collé un tracker sur le Razor Crest. Comme le Mando se rend sur Corvus pour y trouver Ahsoka Tano et que l'Empire de Gideon cherche un nouveau donneur, il y a de fortes chances que nous voyons le Mando et la Jedi faire équipe la semaine prochaine pour se protéger eux, mais également l'enfant qui sera lui aussi une cible de choix. Pour vous parler des autres choses que j'ai pu apprécier dans cet épisode, il y a aussi toute la partie autour de Cara Dune qui développe encore un peu plus le personnage, et notamment son passé vis-à-vis de la rébellion et d'Alderaan, la planète qui s'est fait détruire dans Un Nouvel Espoir, et j'espère vraiment qu'on en saura plus sur l'histoire de ce personnage. D'ailleurs, celle-ci, devenue Marshal de Nevarro, apparemment dans Star Wars, dès qu'on sort du noyau, il n'y a plus de gendarmerie et toutes les planètes isolées sont placées sous le contrôle d'un Marshal, qui doit faire en sorte que les choses se passent bien, car Cobb Vanth, que nous avions découvert dans le premier épisode, était également un Marshal. J'ai apprécié bien sûr toute la partie course-poursuite, j'ai trouvé intéressant qu'elle monte crescendo, d'abord les Spider-Backs, puis les chasseurs-tailles et enfin l'apparition du Razor Crest pour un combat dans les cieux. J'ai vraiment trouvé ça super agréable à visionner, d'autant plus qu'on a vraiment la sensation que désormais, la série se lâche complètement pour nous offrir à nous spectateurs du grand spectacle. Et enfin, bien évidemment, j'ai apprécié cette petite scène du début qui développe encore un peu plus la relation entre l'enfant et Dean. On voit que ce dernier commence à lui faire un peu plus confiance, on peut dès lors penser que l'intelligence de l'enfant se développe petit à petit. J'espère d'ailleurs que son passage à l'école va faire accélérer les choses, même si j'ai des doutes. Il serait temps d'ailleurs de l'éduquer quant à la question du mal et du bien, car à force d'utiliser la force justement pour manger ce qui ne lui appartient pas, il va finir par tourner dangereusement du côté obscur ce bébé Yoda. Ensuite, dans la série des clins d'œil que j'ai pu trouver, nous avons toute l'équipe du début qui est composée d'Aqualish. Ils sont donc de la même espèce que Panda Baba, un personnage de l'épisode 4 qui fait partie du duo qui vient chercher des noix à Luke dans la cantina. On apprend également que plonger quelqu'un dans la carbonite cause bien des séquelles sur la personne. On pouvait légitimement se poser la question, car dans l'Empire contre-attaque, on nous fait comprendre que c'est un procédé dangereux. Mais dans The Clone Wars et The Mandalorian, les personnages utilisent la technique sans aucun problème. Mais finalement si quand même. Le personnage bleu nous dit bien, même s'il ment peut-être, on ne peut pas en être sûr, qu'il lui manque toujours la vue à l'un de ses yeux. Han Solo, qui avait passé près d'1 an dans la carbonite, avait mis plusieurs heures avant de retrouver la totalité de sa vue. On a aussi pu voir que le petit crayon que portent tous les officiers impériaux est en réalité un objet qui permet de s'identifier ou d'ouvrir les portes, mais ceux qui ont regardé Star Wars Rebels le savaient probablement déjà. Nous avons les héros qui utilisent aussi une technique similaire à Obi-Wan pour faire sauter la station. Bon, dans le cas de Kenobi, c'était pour baisser les boucliers, mais ici le procédé reste le même. Et enfin, le vaisseau du Moff Gideon que l'on voit à la fin est un croiseur de classe Aquitaine et sa taille est de 325 mètres. On est donc bien loin des 1600 mètres d'un Star Destroyer. Mais qui sait, peut-être qu'il dispose d'une flotte plus importante ailleurs, car dans l'épisode précédent, Bo-Katan laissait entendre qu'il stationnait autour de Mandalore. On peut dès lors penser qu'il doit avoir un peu plus de troupes pour protéger une telle planète. D'ailleurs, le vaisseau est introduit de la même manière que tous les Star Destroyers dans Star Wars, c'est-à-dire par un plan en dessous du vaisseau qui le révèle petit à petit. Bref, voilà ce qu'il en était pour les easter eggs. La bonne nouvelle maintenant, c'est que si vous avez regardé les bandes annonces comme moi, eh bien nous avons maintenant vu intégralement tous les plans qui nous avaient été diffusés. Cela signifie donc qu'à partir de maintenant, nous allons voir quelque chose de totalement inédit, car nous n'avons aucune image des 4 prochains épisodes. Et ça, niveau marketing, je trouve ça plutôt intéressant, car on a encore plein de surprises à découvrir. Enfin, avant de vous quitter, j'aimerais vous donner mon avis très rapidement sur le film Lego Star Wars Joyeuse Fête qui est sorti en début de semaine. Eh bien, tout simplement, je vous conseille de le regarder, j'ai trouvé ça plutôt marrant et puis ça ne dure que 45 minutes, donc ça va pas vous bloquer votre journée. En plus, la chance que l'on a en VF, c'est qu'on a beaucoup de comédiens de doublage qui reprennent leur rôle. Je ne vais pas dire lesquels pour ne pas vous spoiler, mais de ce point de vue-là, c'était vraiment une bonne surprise. Donc je vous le conseille, si vous souhaitez regarder un truc qui ne dure pas trop longtemps, sans prise de tête et qui vous fera passer un moment agréable, eh bien vous pouvez regarder ça. Bref, sur ce, cette nouvelle vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle encore une fois que j'ai ouvert une chaîne Twitch, vous retrouverez le lien en description et en commentaire, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner pour ne rien louper des futurs lives. Je vous rappelle également que vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. Et j'en profite également pour remercier tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous pouvez aussi tout simplement liker la vidéo et la partager à vos amis ou sur les divers groupes de fans qui existent sur les réseaux sociaux. Enfin, je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux justement, notamment Twitter et Instagram, tous les liens sont là encore dans la description. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.